Ludovic Simon, figure de l'écosystème numérique nantais. Il a créé Do You Buzz en 2007. Il a cofondé La Cantine et Web Today, qui est un événement aujourd'hui qui s'impose sur cette thématique. Et il porte les valeurs de la coopération, de la liberté et de la créativité. Je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements pour Ludovic. Ludovic. Merci, bonjour à tous. Alors, l'esprit start-up peut-il souffler sur les entreprises? Alors déjà, je me présente, je m'appelle Ludovic Simon, donc j'ai créé une société qui s'appelle Do You Buzz, et pour parler de cette question de l'esprit start-up, je voudrais commencer par illustrer un petit peu en parlant de mon parcours et de cette entreprise. Donc Do You Buzz, nous on est une entreprise de 8 personnes créée il y a 10 ans, et on aide les gens à faire des CV, si possible des bons CV sans se prendre la tête. Donc on a une application sur le web qui est utilisée par un peu plus d'1 million de personnes, et on les guide pour réaliser des CV. Voilà. Alors en fait, l'idée, plus loin que ça, plutôt que de les aider à faire des bons CV, l'idée finalement c'est que les gens puissent trouver un job, et si possible un job vraiment cool. Et aussi qu'ils puissent changer de job quand leur job leur plaît moins. Voilà, donc du coup, l'idée c'est que les gens puissent s'épanouir dans leur vie professionnelle. Et pourquoi cette idée de l'épanouissement est importante pour nous? Parce que nous aussi à Do You Buzz, on essaye de s'épanouir au maximum. Et on a la chance d'avoir notre entreprise, donc on a créé il y a 10 ans, et petit à petit d'avoir essayé de créer des conditions de travail idéales, en tout cas idéales pour nous, en s'inspirant des startups, de l'esprit startup, en s'inspirant aussi de l'entreprise libérée, puisqu'on se définit nous-mêmes comme une entreprise libérée, c'est-à-dire voilà, vraiment pas de hiérarchie de pouvoir, et puis une entreprise basée sur la confiance et non pas sur le contrôle. Et puis on s'inspire aussi de l'économie sociale et solidaire. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est que dans l'entreprise, chacun a son rôle. Et le patron, bon, en l'occurrence moi, même si j'aime pas trop ce terme, il y a des rôles sur lesquels je peux décider des choses, il y a des rôles sur lesquels je vais challenger mes collaborateurs, mais en aucun cas je ne peux décider à la place de ceux qui ont le pouvoir de décision sur leur propre rôle. Bref, en tout cas, les pouvoirs de décision sont très bien répartis entre tous les salariés, et ça va bien comme ça. Alors, on emprunte aussi des choses à l'holacratie. L'holacratie, c'est une méthode un peu d'organisation qui a de ça quelque chose d'intéressant, c'est que ça permet d'avoir une amélioration continue sur sa propre gouvernance. Donc ça veut dire concrètement que tous les 2 semaines, on a une réunion de tension où on va parler un petit peu des problèmes dans l'entreprise et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est un processus fabuleux puisque ça nous permet de décharger toutes nos tensions, tous les problèmes, de faire améliorer, et surtout d'améliorer notre organisation au fur et à mesure, chaque semaine, grâce à ça. Ensemble. Donc c'est vraiment un processus d'intelligence collective. Il y a des petites choses aussi sympas dans les conditions de travail qu'on a pu installer, c'est qu'on a du flex time et du remote. Si je le dis en français, ça veut dire qu'on peut travailler quand on veut, où on veut. Et l'illustration de ça, c'est que par exemple Floriane, qui est une développeuse chez nous, maintenant travaille de manière permanente depuis à peu près 2 semaines sur un bateau dans la mer Méditerranée. Donc elle est au port, dans son bateau, avec sa famille, et donc elle travaille en tant que développeuse à plein temps pour nous, depuis son bateau, et ça ne pose aucun problème. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur les conditions idéales de notre entreprise. Je peux illustrer un deuxième point sur notre société, c'est en parlant un petit peu du business, puisqu'on est quand même là aussi pour pouvoir vivre. Donc cette entreprise, elle permet de financer 8 emplois, et donc concrètement, je vous disais, on a à peu près 1 million de personnes qui se servent de nos outils. Certains sont clients, la majorité sont des utilisateurs gratuits. Et on considère qu'on a un produit nice to have pour plein de gens. Mais ça ne nous satisfait pas pleinement aujourd'hui. 10 ans après, on se dit, bon, voilà, on a envie de se réinventer, on a envie de faire mieux et de faire moins. On considère aujourd'hui qu'on sert trop de gens sur trop de sujets, qu'on a trop de fonctionnalités, trop de services, et on aimerait bien, plutôt que d'être nice to have pour plein de gens, être must have. Donc voilà, et devenir quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire vraiment changer la vie des clients de Do You Buzz et pas juste être un outil dans leur arsenal. Donc ça implique aussi de nous réinventer. Donc même si cette entreprise elle a 10 ans, aujourd'hui on est en train un peu de pivoter notre business, pivoter notre produit, ce qui veut dire prendre des risques, ce qui veut dire que concrètement on a changé nos offres commerciales il y a 3-4 mois et qu'aujourd'hui on perd un peu de l'argent par rapport au niveau de performance qu'on avait avant. Mais par contre on apprend beaucoup plus. Et voilà, et donc c'est aussi ça un point que je voulais vous illustrer, puisque être une start-up, l'esprit start-up pour moi c'est aussi savoir prendre des risques, c'est savoir évoluer et essayer de rester au contact de ses clients. Alors, on va revenir peut-être un petit peu à la question, l'esprit start-up peut-il souffler sur les entreprises? Alors,
moi j'ai envie de dire déjà, il souffle déjà sur les entreprises dans la mesure où dans toutes les entreprises, y compris même le CAC 40, on dit oui, il faut devenir agile, il faut se digitaliser, enfin, tout le monde pense à Google, tout ça, ça fascine un petit peu tout le monde, ces entreprises et ces organisations. Mais au final, moi ce que j'ai envie de me dire, c'est, enfin, quand j'ai découvert un peu ce sujet, ça m'a amené plusieurs questions. La première question, c'est quoi l'esprit startup? Voilà. Deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut s'en inspirer? Est-ce que c'est une culture et c'est intéressant? Ou est-ce qu'il faut vraiment, il y a vraiment des choses là-dedans qu'il est nécessaire d'adopter ou pas? Et le troisième point, c'est comment est-ce qu'on diffuse l'esprit startup dans une entreprise qui n'a pas cet esprit-là naturellement? Alors, bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est plutôt un point de vue. Hein, donc vraiment, je ne vous demande pas d'y adhérer pleinement, je veux juste vous le partager. À mon point de vue, une start-up, hein, vous savez, c'est une entreprise plutôt innovante, plutôt dans la tech, qui essaye d'avoir une croissance très 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 forte, hein, et souvent qui va lever des fonds, etc. Bon, ça c'est les start-up, souvent c'est inspiré d'un modèle californien, donc c'est-à-dire que c'est assez cool, et en même temps on lève des fonds, et le projet est quand même très capitalistique. Pour moi, l'esprit start-up, c'est pas tout à fait ça. Ça prend bien sûr, ça emprunte pas mal de choses à ce mouvement des start-up, mais c'est peut-être même un peu plus beau, et en tout cas c'est un peu moins précis. Moi, je retiendrai deux choses dans l'esprit start-up. Premièrement, c'est la qualité d'exécution. Vous savez, les start-up, pourquoi elles sont intéressantes? C'est parce qu'elles ont été montées, enfin déjà, le mouvement notamment des start-up web, monter une start-up web, ça coûte presque rien. Il faut un ordinateur, une connexion Internet. Donc du coup, on a eu des dirigeants de start-up qui sont très jeunes et qui étaient les premiers à vraiment savoir manier les outils numériques aussi bien. Et donc du coup, ils ont une manière de travailler qui est plus efficace. Et surtout, à partir du moment où la barrière à l'entrée est très faible, pour rester le meilleur, pour avoir une start-up qui marche bien dans le temps, il faut vraiment que la qualité d'exécution soit super et le reste. Je prends l'exemple Google, vous savez, il y avait déjà des moteurs de recherche avant Google. Quand Google est arrivé, il était tellement meilleur que tous les concurrents ont été balayés. Et aujourd'hui, si Google reste dans sa position dominante, c'est parce qu'il continue de garder le meilleur moteur de recherche, ou un des meilleurs en tout cas, et que personne n'a réussi à faire un saut qualitatif qui justifie qu'on change nous-mêmes de moteur de recherche. Mais si ça arrivait demain, peut-être qu'on utiliserait tous un autre moteur de recherche et qu'on arrêterait d'aller sur Google. Donc ça oblige Google à rester super bon sur son cœur de métier. Voilà. Alors, donc, qualité d'exécution, donc j'entends par là aussi tout ce qui va être l'agilité, bien entendu, on en parle beaucoup, c'est cette culture du test, d'apprendre, d'accepter l'échec, accepter de se planter, tester, et savoir revenir en arrière quand quelque chose n'est pas satisfaisant. C'est oser supprimer des produits ou des fonctionnalités, même si elles sont utilisées par plein de gens, mais parce qu'on considère qu'elles ne sont pas suffisantes pour avoir un produit indispensable. Voilà. Donc ça, de la qualité d'exécution, c'est aussi, moi ce que je retiens dans l'esprit startup, c'est cette manière d'être proche du client, c'est-à-dire cette manière à la fois d'écouter le client, d'avoir des processus de design et de conception, non pas adaptés sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on pense être bien, mais sur ce qu'on peut entendre sur le terrain. C'est aussi, bien entendu, toute cette culture de la data qui permet, c'est vrai qu'on a des startups web ou sur certains produits, on peut vraiment avoir des retours clients des retours de data très, très intéressants pour pouvoir faire évoluer son produit ou son service. Donc la qualité d'exécution, j'y reviendrai. Et le deuxième point, qui me semble vraiment majeur, c'est la qualité de vie au travail. Alors, quand j'entends qualité de vie au travail, j'entends pas le baby-foot. Hein. Vous savez, on a tous cette image du baby-foot dans la start-up. Ça, en vrai, dans les start-up, on s'en fiche un peu. Le baby-foot, c'est sympa, mais c'est pas ça qui est important. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une qualité de vie au travail? Parce que le niveau d'engagement du coup des salariés peut vraiment être maximum. Et si vous vous intéressez à l'engagement au travail, souvent on se met d'accord sur trois piliers de l'engagement au travail. Le premier, c'est l'autonomie, savoir qu'on me fasse confiance, qu'on me laisse faire mon travail en paix, qu'on ne m'impose pas forcément une fiche de poste rigide. Non, j'ai un but, j'ai des objectifs, et ensuite je mets en œuvre ce qu'il faut pour atteindre ça. Donc je suis autonome, on me fait confiance. Le deuxième point, c'est la maîtrise. Comment est-ce qu'on me donne la possibilité d'être bon, c'est-à-dire de progresser? Donc, pour pouvoir être bon et en maîtrise sur mon métier, il faut que je puisse me former, il faut que j'ai du temps pour apprendre, pour faire de la veille, il faut que j'ai aussi la possibilité de faire des tests, donc d'essayer des choses et qu'on ne me dise pas non, tu ne peux pas le faire, qu'on me laisse des fois me planter pour que je puisse tirer des apprentissages et progresser vraiment. Donc c'est aussi ça la maîtrise. Pouvoir être bon dans son domaine, ça nécessite ça. Et ensuite, quand on est bon, on le sait, et en plus on obtient de la reconnaissance. Donc derrière ce terme maîtrise, il y a ces deux choses-là. Et le troisième point, troisième pilier de l'engagement, c'est le sens, c'est-à-dire voilà, se sentir utile, évidemment, donc ça vous connaissez tous très bien.
Voilà. Donc quand j'entends, moi, par qualité du travail, c'est pas d'avoir des locaux super cool, d'avoir des Mac comme outil de travail ou d'avoir voilà, du coca dans le frigo ou un baby-foot, c'est bien d'avoir cette possibilité de s'exprimer pleinement dans son travail, de se sentir utile et d'avoir le sentiment de progresser. Voilà les 2 points, qualité de vie et qualité d'exécution, qui pour moi sont vraiment les 2 traits majeurs de la start-up, enfin, de l'esprit start-up. Je dois vous dire qu'effectivement, quand on parle de start-up, souvent on entend aussi levée de fonds. Quand on parle de start-up aujourd'hui, on entend beaucoup parler des licornes, vous savez, ces sociétés d'hypercroissance. Moi, je vous avoue que quand on me parle d'Uber, je ne suis pas toujours très à l'aise. Quand on me parle voilà, de ces entreprises qui font des levées de fonds, très bien, je veux dire, ça fait partie de leur vie. Mais pour moi, voilà, l'esprit start-up, ce n'est pas forcément vouloir être millionnaire. Et c'est pas forcément vouloir lever des fonds pour avoir cette accélération. Vous savez, on parle tout le temps d'accélération, donc il faut aller vite, il faut aller vite. Non, enfin, moi en tout cas, c'est pas ma vision de l'esprit startup. Alors, on a parlé un petit peu de c'est quoi l'esprit startup. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est majeur? Là aussi, je vous livre mon point de vue. À mon avis, c'est majeur. C'est pas juste un truc cool, les startups dont il faut s'inspirer pour être dans l'air du temps. Non. Pour moi, c'est quelque chose de majeur. On l'a dit, les startups web, c'est vraiment la première fois qu'on a des dirigeants de 25 ans qui montent leur boîte, comme les mecs de Google, Mark Zuckerberg, etc. Donc ils bossent différemment, ils ont un nouvel état d'esprit. En plus, ils utilisent des outils de collaboration qui permettent aussi d'avoir des hiérarchies beaucoup plus faibles, voire même parfois inexistantes. Et ça permet voilà, d'appréhender le travail différemment. Donc, à mon avis, les startups sont des pionniers sur une nouvelle manière de travailler et de s'y prendre, qui est en train de se répandre. Maintenant, vous savez, une révolution telle que celle qu'on est en train de vivre, ça prend du temps, ça prend plusieurs générations. Si on s'intéresse à la Renaissance qu'on connaît il y a quelques siècles, ça a pris 400 ans pour faire la transition entre le début de la Renaissance italienne et puis le moment où cette nouvelle vision de l'homme, cette nouvelle façon de travailler aussi, cette nouvelle façon d'organiser les États et les entreprises, suite à l'invention de l'imprimerie, aussi aux découvertes de nouveaux continents, etc. Voilà. Donc là, bien entendu, la Renaissance et la Révolution qu'on est en train de vivre, parce que moi je pense qu'on est en train de vivre une Renaissance, ça prend du temps. Et les startups voilà, sont vraiment, je pense, une forme d'entreprise qui est un peu pionnière et duquel il faut vraiment s'inspirer. Parce que sinon on risque voilà, de louper le coche et surtout il y a énormément d'opportunités à prendre aujourd'hui en s'en inspirant et en changeant ses pratiques. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, d'ailleurs le fait de dire que c'est un avant-goût, les startups, moi il y a 10 ans quand je montais ma startup, on me disait oui bon c'est sympa les startups, bon vous revoyez des trucs et tout. Quand je vois Tesla, donc c'est cette entreprise de Elon Musk là, qui fabrique des voitures où on le voit dans plus en plus de domaines, qui applique les méthodes des startups dans l'industrie, on voit que ça donne quand même des choses fabuleuses. Donc vraiment, voilà, l'esprit startup et les méthodes de travail des startups, c'est pas juste un truc qui va rester cantonné à certains services web. C'est quelque chose qui diffuse partout et ça va continuer de le faire sur les prochaines décennies. Il y a une autre idée que j'aimerais avancer pour dire à quel point c'est majeur, en citant Frédéric Laloux, qui est un auteur belge, je crois, un ancien consultant, qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organisation, qui est un super bouquin, plutôt sur les organisations, plutôt le management, on va dire. Voilà. Et lui, il parle d'un nouveau niveau de conscience de l'humanité. Alors, on va me dire, bon, là, vous partez un peu loin. Et en même temps, voilà, il a étudié le truc, et lui, il dit, en gros, dans l'humanité, il y a eu 5 ou 6 niveaux, 5 ou 6 stades d'organisation, 5 ou 6 niveaux de conscience dans la manière de s'organiser. Et voilà, il explique, alors notamment l'invention de l'écriture est quelque chose qui a changé la manière dont on s'organisait. D'ailleurs, après l'invention de l'écriture, on a commencé à créer des cités de plus en plus grandes, on a commencé à pouvoir créer des États, à partir du moment où on a créé des routes, enfin, voilà, je ne veux pas vous refaire l'histoire, mais il y a énormément de progrès logistiques, sur l'information, etc., qui ont permis à l'humanité tout simplement de progresser et d'arriver là où on en est. Et donc, bien entendu, l'arrivée d'Internet et l'arrivée un peu de ces nouveaux mindsets est quelque chose de majeur. Hein. Et moi, j'ai l'impression que dans les startups, dans l'esprit startup, on retrouve certains de ces éléments-là. Voilà, j'en trouve aussi, moi, personnellement, dans l'entreprise libérée ou dans l'économie sociale et solidaire. Mais voilà, donc ce nouveau niveau de conscience de l'humanité qui se traduit pour moi, mais là j'emprunte aussi des choses à l'holacratie, à une vision de l'entreprise et de l'organisation qui est cellulaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est possible, alors moi souvent quand je parle d'entreprise libérée ou d'intelligence collective, on me dit bon c'est sympa, dans ta startup vous êtes 8, vous êtes 10, moi dans ma boîte on est 400, on est 1000, ça marche pas.
Et pourtant, on a des entreprises comme Zappos ou comme certaines startups qui s'organisent, comme Spotify par exemple, en groupe de 20 personnes. C'est des petites équipes de 20 personnes qui collaborent. Et ça marche très bien. Et c'est ça que j'appelle l'entreprise cellulaire. C'est-à-dire qu'on peut être 20 000 avec 1000 équipes de 20 qui ensuite sont interconnectées et échangent à haute fréquence, avec des protocoles qui marchent très très bien. Et c'est ça l'entreprise cellulaire. Et pourquoi ça me semble être vraiment quelque chose de majeur? Déjà parce que je l'expérimente au quotidien dans ma boîte. Je peux vous dire que quand j'ai créé ma boîte il y a 10 ans, au bout d'un moment, il a fallu mettre des process. J'ai commencé à me comporter comme dans toutes les entreprises et à recréer un petit bout de pyramide, même si c'était un peu l'ambiance copain. Il commençait à y avoir une hiérarchie des process, etc. Aujourd'hui, en ayant découvert des méthodes d'intelligence collective, je me rends compte que l'entreprise est beaucoup plus agréable, beaucoup plus performante, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus capable de vraiment performer à l'avenir que ce dont nous étions capables il y a 5 ou 10 ans. Et donc du coup, ça crée finalement des organisations où le cerveau est distribué. On n'a plus une pyramide avec un cerveau, une stratégie tout en haut. On a quelque chose où l'intelligence est distribuée et donc ça se rapproche de quelque chose de naturel. Si on prend par exemple l'analogie avec faire une forme de biomimétisme appliqué à l'organisation, vous savez, une forêt, ça fait des millions d'années, si ce n'est 10 milliards, que ça existe. C'est tout à fait résilient, ça résiste au changement climatique. Il y en a quasiment partout, à part vraiment dans les pires zones désertiques. Mais les forêts... évidemment, et il n'y a pas de centre de commandement dans une forêt, évidemment, où je pourrais prendre aussi le corps humain dans un bras. Et donc dans une forêt, il n'y a pas le chêne qui dit aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment les choses doivent s'organiser. Non, une forêt, c'est tout un tas d'êtres différents et d'êtres vivants différents qui échangent à haute fréquence par différentes manières. Et c'est un système tout à fait résilient. Et je pense que ce nouveau niveau de conscience de l'humanité, moi je le rapproche aussi de cette vision cellulaire de l'entreprise, qui me semble être à la fois beaucoup plus résiliente, beaucoup plus capable de résister à un environnement mondialisé, à forte concurrence, et donc d'évoluer au gré de l'évolution du monde, et en plus, tout en procurant un bien-être beaucoup plus important pour chacun des agents de cette cellule, de ces cellules et de cette organisation. Voilà un petit peu pour l'idée de pourquoi moi je pense que c'est majeur. Et je terminerai par ce point qui est comment diffuser l'esprit start-up dans son entreprise, comment se l'approprier peut-être et comment la diffuser. Alors déjà, moi je crois vraiment qu'il faut tout réapprendre. Moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. J'avais fait un petit peu de management dans mes études, etc. J'ai vraiment l'impression que j'ai dû tout réapprendre et que tout ce que j'avais appris en fait était faux. Donc plus on a appris des choses sur le management, plus j'ai l'impression qu'il faut désapprendre, donc c'est encore plus dur. Donc voilà, il faut tout réapprendre, donc que ce soit la posture du manager, le rôle des gens, la gouvernance, comment on s'organise, comment on gouverne un peu cette histoire, comment on se fait confiance au lieu de se contrôler, comment même le rapport au client, comment on écoute un client plutôt que d'essayer de lui vendre, comment on design les choses. Bon, vraiment tout réapprendre, donc ça nécessite beaucoup d'humilité. Et ça, c'est, je pense, un premier point de départ pour commencer à intégrer l'esprit start-up en soi, dans son organisation et la diffuser. Le deuxième point, selon moi, c'est qu'il faut y aller à fond. C'est difficile d'adopter l'esprit start-up en faisant des demi-mesures. C'est possible, c'est peut-être rassurant. Mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faut y aller à fond. Aussi pourquoi? Parce que pour que le groupe évolue vite et s'approprie ça, il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Donc les injonctions paradoxales, moi c'est ce que j'ai pu voir dans certaines grandes entreprises. On va voir des grands dirigeants qui disent « Allez, maintenant il faut être agile, maintenant il faut faire ci, il faut faire ça ». Et c'est toujours très top-down, mais on demande aux gens de s'impliquer. Oui, il faut de l'engagement, etc. Mais non, mais attendez, voilà, c'est ce que j'appelle typiquement une injonction paradoxale, c'est-à-dire voilà, faites-le, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et ça se voit tout de suite, et du coup, je pense que l'organisation ne peut pas devenir pleinement agile et pleinement avoir un haut niveau d'engagement si on n'y va pas à fond. Le troisième point, qui est très difficile dans beaucoup d'entreprises, c'est d'accepter les risques, c'est d'accepter l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut apprendre, si on veut tester des choses, si on veut être innovant, il faut passer par là. Donc c'est ce que je vous dis, nous, sur Dojibus, qu'on est en train de pivoter. Donc on fait des conneries, des fois on perd de l'argent, et en même temps on pivote, et on apprend très vite, et on réajuste très vite. Et il faut accepter ça, et ça fait un peu peur. Même si moi je suis bien dans cet esprit start-up et que j'accepte ça, je vous assure que ça me fait quand même flipper. Et en même temps, j'ai envie de dire,
qu'est-ce qu'on risque au pire? Au pire, on plante une boîte et on en recommence une autre. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et tant qu'on apprend des choses, qu'on prend du plaisir et qu'on essaye de faire le mieux possible pour ses clients et éventuellement ses actionnaires, voilà, l'important c'est de faire son mieux et de prendre du plaisir. Donc accepter les risques, accepter l'échec. Et ça, c'est une condition sine qua non. Parce que si c'est toujours mal vu d'avoir des échecs, si les gens qui sont promus sont toujours ceux qui ont eu les projets les plus successful, etc., si c'est vraiment la métrique de l'argent qui drive la promotion dans l'entreprise ou le karma, enfin, la reconnaissance, c'est pas bon. Voilà. On peut réussir sur un coup de bol et on peut aussi avoir des échecs qui préparent un avenir largement meilleur parce que les apprentissages qu'on en a tirés sont vraiment essentiels. Et le quatrième point que j'amènerai pour comment diffuser cet esprit start-up, c'est prenez des coachs. Prenez des coachs. Moi, quand j'ai libéré mon entreprise il y a 4 ans et que j'ai commencé vraiment, pour moi, à aller un petit peu au bout de cet esprit start-up, on a essayé de le faire nous-mêmes et ça ne s'est pas forcément super bien passé dans la mesure où il y a des choses qu'on appliquait, d'autres qu'on n'appliquait pas. Enfin, voilà. Donc, de se faire accompagner quand on change son organisation, sa manière de faire, sa manière de produire, de concevoir, je pense que c'est absolument essentiel. Ça permet d'avoir un regard extérieur. Et voilà, donc je vais conclure en vous parlant d'une petite anecdote. Moi, je participe chaque année au Startup Weekend. Donc les Startup Weekend, c'est des moments, alors à Nantes, il y en a un super, il y a une centaine de personnes, souvent des étudiants, mais pas que, qui se réunissent pour monter des startups. Donc on fait semblant de monter une startup, on fait semblant, ou certains le font vraiment. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'abord un exercice et ensuite ça peut devenir réel. Mais on a plein de gens qui pitchent des idées. Et du coup, voilà, les gens se répartissent par groupe et ils bossent comme des fous pendant tout un week-end pour monter leur start-up. À la fin, il y a un jury, il y a un pitch, etc. Et donc moi, c'est super parce qu'à chaque fois, je prends une picouse d'énergie, un petit peu comme à la Fabrique du Changement. Donc c'est vraiment deux moments extraordinaires pour moi dans mon année. Et je reviens chaque année. Et la dernière fois, j'ai rencontré une personne de 40 ans qui était en train de se reconvertir, qui a bossé comme cadre dans la qualité dans le domaine pharmaceutique. Il était dans une équipe super où les gens s'écoutaient bien, il y avait une vraie intelligence collective qui naturellement sortait de cette équipe de 8 personnes qui ne se connaissaient pas avant. Et c'était vraiment super, j'avais jamais vu ça, même sur des équipes de Startup Weekend, où vraiment là, il y avait de l'écoute, il y avait de la qualité, c'était incroyable. Et le gars me dit, mais c'est ça que je veux. Je veux voilà, me sentir écouté, me sentir utile, je veux que quand j'ai des bonnes idées, elles soient appliquées, je ne veux pas sentir la pression de la hiérarchie, je ne veux pas qu'il y ait de la politique, voilà, je veux vraiment juste faire, me concentrer sur ma mission, que mon cerveau tourne pour être utile et que je ne sois pas freiné par des choses débiles. Donc, voilà un petit peu ce témoignage qui m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même fou. Et à chaque fois que je vois tous ces gens qui participent à Startup Weekend, je me dis vraiment, la startup, c'est un truc qui attire beaucoup de gens entreprenants, de gens qui ont envie de vivre librement, de s'épanouir dans leur travail et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ne vous privez pas de cette énergie et intéressez-vous à cet esprit startup. Et je terminerai en vous posant cette question. Et vous, demain, dans vos organisations, qu'allez-vous prendre de cet esprit startup pour le diffuser? Voilà, je vous remercie. Merci, je vais te faire une confidence, Ludovic. J'ai adoré ta façon de parler de tes convictions avec autant de simplicité et d'authenticité. Merci à toi. Ouais. Merci, Ludovic. On va attendre que la salle se remplisse. Ça va être bondé. Pour qui? Pour Marc de la Ménardière. C'est dans quelques minutes. Il va venir nous parler de son documentaire. À tout de suite. Enquête de sens. À tout de suite.